Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et que la journée d'hier s'est bien passée. Vous voyez le petit logo qui est en bas à droite, c'est-à-dire que toute la présentation que vous allez voir aujourd'hui est publiée sur Creative Commons. Il y a du contenu qui est sous copyright, mais a priori j'ai respecté les droits de citation juste comme ça. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, le partager, à condition que vous citiez l'auteur et que vous le repartagez dans les mêmes conditions. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès qui n'ont pas eu un petit papier comme ceux qu'il y a devant là, qui va servir aussi d'aide-mémoire si ça vous branche pour suivre la présentation. Ceux qui sont derrière, éventuellement, vous pouvez venir en attraper quelques-uns. Et pour ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez prendre en photo ce QR code. Ce QR code, c'est le support de la présentation. Comme ça, vous savez que vous avez tout ce qui est dans le diaporama. Pas besoin d'attendre qu'on vous envoie un mail ou d'aller sur le site, voilà, vous l'avez ici. Et la majorité des choses que je vais dire est dans les notes, donc vous avez commencé la présentation avec l'esprit tranquille. Je vais commencer par me présenter. Alors moi je m'appelle Raphaël Grelet, je suis diplômé de l'IFM4 Marseille, 2013. Je suis responsable depuis janvier 2018, ça fait un peu plus d'1 an, à l'IFM4 d'Orléans, où j'anime entre autres des TD avec Frédéric Lenné qui est ici, des TD avec les patients simulés en fait, et où on utilise des modèles de raisonnement clinique qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, j'ai été formateur FNEC pendant 4 ans, animateur en pédagogie pour une boîte de développement professionnel continu qui s'appelle Le Chef. Je suis actuellement en cours de Master 2 de didactique professionnelle. Je vais faire cours, c'est l'analyse du travail dans un but pédagogique. Et c'est dérivé de l'ergonomie cognitive. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça va avoir un lien avec la présentation, et c'est à Sorbonne Université. Et puis j'ai fait des formations sur le raisonnement clinique, donc avec Mark Jones, qui est un physiothérapeute australien. Avec Captain aussi, j'ai le niveau 2 du cursus TMO de Kant. J'ai fait un MOOC sur le raisonnement clinique et un e-learning sur les apprentissages de raisonnement clinique, voilà, entre autres. Bref, on va passer vite. Voilà, je vais déclarer un lien d'intérêt. Je mène des projets actuellement sur des outils qui s'appellent les formations et tests par concordance de script. Et j'ai contacté un organisme privé, une boîte privée, pour développer un outil qu'on va utiliser aujourd'hui. Et dans la mesure où cet outil j'ai participé bénévolement pour le créer, pour le concevoir du moins, j'y ai accès gratuitement, donc il faut le savoir. Là, je vais avoir accès à un outil gratuit et on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, on va commencer. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous déjà. Qui ici est étudiant? Ok, ouais, étudiant en formation initiale de kiné. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui sont formateurs dans la salle? Ok, super. Alors, on va faire une petite revue de certains modèles de raisonnement clinique. Et je voulais savoir ce que vous connaissez. Alors, qui ici connaît le PDK? À peu près tout le monde. Ok, ça marche. Qui ici connaît la logique et qui a déjà vu des arbres décisionnels en kinésithérapie? Ouais, ça va, a priori. Qui a déjà vu le triptyque de l'EBP? C'est un peu insultant de poser cette question, c'est vrai. Ok. Alors, qui ici connaît la logique de raisonnement par hypothèse? C'est bon, ça marche. La classification internationale du fonctionnement, on est bon. Les catégories d'hypothèses de Mark Jones? Non? Ok. Les concepts pragmatiques de la dialectique professionnelle? Ouh, c'est bon. Ok. Qui connaît les chaînes logiques de Michel Gélard? D'accord. Le modèle T-Pro, qui va avec en général. Les modèles Rampé ou Socrate. Ok. Le cycle de raisonnement clinique de Lovett-Jones. Aussi, il y a une petite. Et puis, le PRC de Montréal.
Ok, donc on a une bonne moitié de la salle qui a une base. Le modèle OA, je ne sais pas comment on prononce, OAC2. Ok. Le Systematic Clinical Reasoning in Physical Therapy, script. Ok. La structuration de l'entretien selon les grilles Cagliari-Cambridge, ça marche. Ok. Est-ce que tout le monde a un peu la tête qui tourne avec les différents modèles? Et encore, c'est les principaux, et c'est que en kinésithérapie. Alors, je vais faire des considérations générales sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ de notre réflexion, c'est qu'il y a une quantité énorme de modèles et de concepts en raisonnement clinique. C'est un sujet aussi grand que l'anatomie, et dans l'anatomie, il y a plein de domaines différents, anatomie fonctionnelle, anatomie descriptive, voilà. Et donc c'est colossal. Et il y a un article qui a été majeur dans le domaine, qui est sorti en 2012, qui a été fait par le Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, Bernard Charlin. Cet article s'appelait Clinical Reasoning Processes Unraveling Complexity Through Graphical Representation. J'ai beaucoup travaillé en même temps. Et voilà, c'est sorti en 2012 et il a proposé une modélisation graphique du raisonnement clinique qui s'appelle le processus de raisonnement clinique. Et c'est un modèle qui semble faire l'unanimité et on va voir pourquoi. Et en fait, cet outil, ça va être le point de départ de ma présentation. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui va faire le tri et qui a la capacité d'être une trame et d'être compatible avec les autres modèles, alors que l'inverse n'est pas vrai. Alors, pas tous les modèles, mais certains. Voilà, c'est une approche qui amène de nombreuses activités pédagogiques, qui est une trame pour d'autres modèles alors que l'inverse n'est pas vrai, et qui est cognitivement adaptée à la pratique clinique. On va parler de validité écologique, de notions comme ça. Donc ça, ces trois points-là, j'espère que je vais pouvoir vous le démontrer et que vous pourrez être convaincu à la fin de cette présentation, même si c'est évident, je ne pourrais pas tout dire. Alors voilà, je continue mes considérations générales en disant que là, on est dans un contexte scientifique et en général, on valorise les considérations nouvelles. Merci beaucoup. On valorise la production de savoir, mais des fois c'est pas toujours ça qui est important, des fois il y a des savoirs qui sont déjà existants et qui sont quand même vachement pertinents pour une profession et où le travail à faire, ce sera plus dans l'organisation de savoirs existants. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est pas une présentation de mes travaux de recherche. C'est des travaux qui ont été faits par d'autres personnes, juste la seule plus-value que je fais, moi, c'est de faire une tentative de les agencer. Donc c'est évident que ça ne sera pas exhaustif comme présentation, mais qui se veut global, et c'est un travail pédagogique, c'est un travail de synthèse, mais c'est pas une recherche en soi, ce que je vous présente. Et je vous invite à garder en tête une phrase que j'aime beaucoup, c'est on juge un concept, et on peut juger un concept à sa valeur heuristique. Heuristique, c'est-à-dire la capacité à apporter des réponses, la capacité à faire des liens, la capacité à répondre à des questionnements. Et donc gardez ça en tête, et on va voir si le processus de raisonnement clinique vous parlera dans ce sens. En tout cas, c'était mon cas. Donc, on va parler beaucoup du modèle qu'on a vu, là, qui était en couleur, le processus de raisonnement clinique. Mais avant ça, il faut qu'on voit certaines notions. Il faut qu'on voit certaines notions comme la redéfinition de la tâche, les raisonnements déductifs et hypothético-déductifs. Et voilà. Ça va jusque-là ? Okay. Allez, on commence. On commence par une notion qui vient d'ergonomie, ergonomie cognitive, il me semble, ou ergonomie au sens large. L'ergonomie, c'est la sollicitation du patient. Voilà. Ils viennent me voir à la base, les patients, parce qu'ils ont un problème en soi, ou du moins ils ont un objectif, et nous, ils veulent qu'on les aide à le résoudre. Et comment fait-on ? De mille manières, mais certainement pas en appliquant un protocole. Voilà. Et c'est ça qui a été décrit par l'ergonomie cognitive, et ça, c'est quelque chose qui va être valable dans tous les domaines de l'activité humaine, strictement. Alors c'est une personne qui s'appelle Jacques Leplat qui a fait cette définition, qui a parlé de ça, en ergonomie, donc qui est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Dans un bouquin de 97,
ou un article, je ne sais plus, il disait que dans les activités humaines, quand on demandait à un opérateur de faire une tâche, quand on prescrit à un opérateur une tâche, peu importe d'où vient la prescription, c'est pas une prescription médicale. Eh bien, il y a différents niveaux de prescription. Par exemple, si on demande à quelqu'un voilà, chef d'entreprise demande à quelqu'un de dire, ben voilà, faites une analyse et conseillez notre entreprise pour améliorer ses performances. C'est quelque chose de très vague. Il n'y a pas de définition des manières de faire, des méthodes. À l'inverse, on peut demander à un ouvrier, ok, tu vas visser ce boulon sur cette machine, sur la chaîne, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça avec tel outil. C'est quelque chose de très très prescrit, hein, quelque chose de très défini. On a défini les moyens, les méthodes, etc. Et donc il y a différents niveaux en fonction des activités humaines, mais dans tous les cas, même pour l'ouvrier qui fait une redéfinition, qui visse des boulons, il y a un processus de redéfinition de la tâche. C'est-à-dire que entre ce que le prescripteur attend, par exemple, je sais pas, le chef d'entreprise et ce que l'opérateur va mettre en place, il y a une différence parce que le chef d'entreprise, entre ce qu'il a dans la tête et ce qu'il arrive à formuler, il y a un écart dans les consignes qu'il arrive à donner, et puis l'opérateur il va comprendre les choses d'une certaine manière avec son expérience lui d'opérateur, puis après il va mettre en place la tâche et il va toujours y avoir des imprévus qui vont arriver et il va actualiser, donc c'est ce qu'on appelle l'actualisation de la tâche en fonction du réel. On va réaliser une tâche et puis après il y a comment est-ce que l'opérateur a compris comment est-ce qu'il pense avoir réalisé la tâche, et il y a toujours des écarts entre chacune des étapes là. Bref, ce qui est fondamental de voir, c'est que il y a toujours dans toutes les activités humaines une redéfinition des tâches, et on peut le définir de plusieurs manières, mais moi j'aime bien penser le raisonnement clinique comme l'ensemble des procédés qui amènent à redéfinir la tâche. Alors, on va voir des exemples à ce sujet-là, mais voilà, ouais. En conséquence, voilà, en santé, on ne peut pas dire voilà la pathologie, voilà le traitement. Ça reviendrait à appliquer un protocole. Et c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. On va prendre une tâche extrêmement prescrite en kiné. On a un médecin dans un centre qui nous dit, ben voilà, tel patient, vous allez lui faire une mobilisation en extension du coude. Alors on l'installe sur la table, on met une prise et contre-prise, et puis on lui fait la mobilisation en extension. Oui, d'accord, mais si le patient, cette mobilisation, on lui fait parce qu'il a eu une fracture du coude, ben, ce serait dommage de mettre la contre-prise ici. On va plutôt la mettre en dessous la fracture de l'humérus, c'est ça que j'ai dit. On va plutôt mettre la contre-prise en dessous du foyer de fracture. Pourquoi ? Parce que pour éviter de mettre des forces dessus. Mais si le patient il est très douloureux et qu'au repos il a des douleurs à 4 sur 10 et il est très sensible, on va pas mettre la même intensité que si le patient c'est un jeune sportif et puis il a pas mal au repos, il a mal à 2 sur 10 quand il fait des mouvements, où là on pourrait y aller. Oui, c'est pas du tout la même chose. Et puis si le patient c'est quelqu'un qui a du temps libre et qui est autonome, qui est motivé, et ben on va pouvoir y ajouter, on va pouvoir lui dire faites ces exercices à la maison, ça va être plus efficace en fait pour gagner en amplitude en extension du coude. Mais si par contre c'est une personne qui a du mal, qui a besoin d'accompagnement, qui n'est pas forcément à l'aise dans son corps, qui n'a pas forcément une proprioception super, qui ne comprend pas très bien les consignes, là on va plutôt lui proposer de faire 5 séances par semaine et venir et faire ça de manière très passive. Donc il y a toujours une redéfinition de la tâche, et pour quelque chose d'aussi prescrit que faites une extension du coude, il y a 1000 manières de faire varier le traitement si on veut bien travailler. C'est pas spécifique à la kiné. Je vous donne un deuxième exemple. Admettons qu'un patient vienne avec pour prescription tendinopathie. Tendinopathie, mettons, achilléenne. On peut avoir un premier patient, c'est un patient sportif d'une CSP+, qui est bien éduqué à sa santé, et puis grosso modo, on va faire un bilan, on va confirmer le fait que c'est bien une tendinopathie, et puis on va lui proposer, on voit qu'il est capable de se prendre en charge, on va juste lui faire une éducation à la remise en charge progressive de son tendon, on va le voir avec un écart de... Voilà, on va le voir une fois par semaine pour un suivi, et la personne va se prendre en charge. Super. Pour la même tendinopathie, pour la même prescription, tendinopathie, on pourrait avoir aussi une quinquagénaire qui n'a jamais fait de sport, qui vit pas spécialement bien dans son corps, et qui n'a pas une super proprioception, qui n'est pas super
à l'aise, et puis du mal à se motiver. Donc là, on va lui dire, tiens, on ne pourra pas lui donner des exercices comme ça à faire en autonomie, on sait qu'elle ne les fera pas. Et donc on va lui dire, venez tous les jours, et puis vous faites les exercices avec une machine, cadrée, avec des repères, et voilà. C'est la même pathologie. Une troisième personne, admettons que ce soit une personne qui par le passé a déjà eu une tendinopathie, et on lui a fait des ultrasons, et les ultrasons, elle a l'impression que ça l'a soigné. Enfin, elle a fait le lien, elle a fait une corrélation, et elle pense que ça l'a soigné. Bon, si vous lui faites pas d'ultrasons, enfin, c'est une problématique, on reviendra là-dessus, mais si vous lui faites pas d'ultrasons, la personne sera déçue, et ça pourrait faire des ultrasons, ça va activer un effet placebo, qui est un effet réel, mais par des mécanismes non spécifiques. Et donc, ne pas faire d'ultrason, c'est se priver de l'effet placebo. Et au contraire, si on ne le fait pas, c'est possible que les attentes du patient ne soient pas comblées et qu'elle pense qu'on est, je dis elle parce que j'ai l'image du patient en tête, et que la patiente pense qu'on n'est pas un bon kiné. Et donc, du coup, effet nocebo. Et puis, un quatrième cas, admettons qu'on soit dans un cas de douleur chronique et que ce soit une histoire de seuil de la douleur. La personne a eu un coup de fatigue, de stress en ce moment, et puis c'est juste les seuils de la douleur qui ont diminué, et qu'en fait, ce qu'il faudra faire pour le patient, c'est juste un accompagnement et une éducation à la douleur pour faire remonter le seuil de la douleur. Bon, pour la même pathologie, tendinopathie, là, on a 4 modalités différentes. Donc, voilà, j'espère que tout le monde a ça en tête, et c'est ça, la redéfinition de la tâche, c'est ça, l'adaptation au patient. Alors, donc on doit constamment s'adapter aux différentes situations, et le passage du paradigme biomédical au paradigme biopsychosocial, qui commence à dater quand même, ça met en avant toute la complexité des situations. Il y a une quantité incroyable de paramètres à prendre en compte. Alors, oui, mais ça, voilà, je viens de le faire. L'exemple de la tendinopathie et de la mobilisation du coude. Et donc, on a une première remarque pour les formateurs qui sont ici, ou pour les tuteurs de stage qui sont ici, ou même pour les praticiens. La question c'est, est-ce qu'on s'entraîne suffisamment, est-ce qu'on enseigne suffisamment, par rapport à la manière scolaire de faire, la variabilité des traitements? Alors, la première application pédagogique que je vous propose, acceptons et entraînons la variabilité de nos traitements. Alors, si vous voulez, dans les notes, il y a écrit application pédagogique, vous pouvez le noter. Pourquoi, par exemple, de quelle manière, en TD, avec les étudiants, on peut mettre en place une technique, par exemple, mobilisation et extension du coude, et puis on rajoute des conditions, et puis on modifie des éléments de contexte, et on demande aux étudiants de s'adapter. Il y a 1000 manières de faire ça, et on va revenir dessus, mais ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, par rapport à la manière cardinale et très scolaire de faire. Et alors, voilà, moi j'ai une consoeur de l'IFMK de l'APHP qui s'appelle Anne-Christelle Butio et qui aime bien faire des TD qu'elle appelle ESI. C'est-à-dire, elle met en place elle fait ça, elle met en place avec ses étudiants en traitement. Elle dit oui, mais ESI, ceci, ESI, cela, etc. Bref, une première application pédagogique que je trouve vraiment intéressante. Et pour les praticiens qui sont là et qui n'ont pas d'enseignement, qui sont dans cette salle, je vous invite à déstresser et à vous dire c'est ok si je ne fais pas strictement, rigoureusement, comme on me l'a enseigné à l'IFMK, c'est probablement parce que vous êtes dans un processus de redéfinition de la tâche. Donc voilà, on revient sur le thème du raisonnement clinique. La question centrale qu'on se pose, ça va être comment donner des interventions adaptées à nos patients dans leur contexte. Bon. Et alors, on est toujours presque dans l'introduction. En quoi est-ce que c'est important de comprendre le raisonnement clinique? Moi, j'aime penser que le raisonnement clinique est à notre développement professionnel, ce que l'anatomie est à un sportif.
Un sportif, il n'a pas besoin de connaître l'anatomie pour pouvoir faire son sport. Il peut courir, il peut faire plein de gestes techniques, de la danse, ce qu'on veut. Il gère son corps et il n'a pas besoin de connaissances théoriques. Et en même temps, quelqu'un qui connaît l'anatomie, il est fort à parier qu'il pourrait mieux moduler ses traitements. Moduler ses entraînements, travailler des techniques spécifiques. Il pourrait, en cas de blessure, identifier ce qui se passe et mieux gérer ses propres douleurs, par exemple. Et je pense vraiment que pour un sportif, avoir des bases d'anatomie, de physiologie, c'est quelque chose qui est utile. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que comprendre comment on pense, comment on fait nos diagnostics, comment on mène notre raisonnement clinique, c'est pas strictement indispensable, mais ça nous permet de mieux nous améliorer, ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. Pour continuer sur l'analogie et sur l'importance en fait de comment on enseigne le raisonnement clinique, qu'est-ce qui se passerait si on enseignait à des sportifs une anatomie qui serait fausse par rapport à la réalité? Du coup, il se fait une blessure et il interprète les choses de manière pas adaptée. Le raisonnement clinique, c'est aussi cet enjeu-là. Enseigner les concepts de raisonnement clinique qui sont adaptés, c'est cet enjeu-là. Alors, voilà, le raisonnement clinique, c'est comprendre comment les professionnels de santé réfléchissent, c'est un domaine très large et crucial. C'est poser des mots pour penser. Et les gens qui s'intéressent un petit peu à la linguistique, ou qui ont lu George Orwell en 1984, c'est connu, il y a vraiment... C'est pas... On pense les choses et on trouve des mots pour les dire, et c'est parce qu'on a des mots qu'on arrive à structurer une pensée. Alors, c'est pas tout blanc tout noir, mais c'est quand même quelque chose de très fort. Et puis, voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. On va poser des mots. Et moi, quand j'ai découvert ces concepts-là, ça m'a fait énormément de bien, parce que j'ai eu une sensation de clarification, et j'espère que vous avez la même sensation aujourd'hui. Voilà, donc c'est poser des mots, et puis à quel point est-ce que c'est important? Je voudrais vous raconter l'histoire d'une tribu africaine qui s'appelle les Himba. Quelqu'un connaît? Non. C'est une tribu africaine qui a comme seule différence par rapport aux tribus voisines et par rapport à nous, grosso modo, qui n'a pas de différence génétique en tout cas, mais la seule chose qui change, c'est le langage, en fait. Et ils ont une perception des couleurs, ils nomment les couleurs de manière très différente par rapport à nous, en parlant, en distinguant très fortement les nuances, mais il y a des fois des couleurs très différentes. Quand elles ont la même teinte, ils les confondent. Et alors, quand on les met face à ces deux cercles avec des carrés de couleurs, eux, on les met devant ce cercle-là, ils voient pas. Ils ont du mal à distinguer. Ils n'arrivent pas à voir que ce carré est bleu et que les autres sont verts. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même teinte. Et en fait, là, je pense que personne n'a remarqué, mais il y a ce carré-là qui est d'une teinte très très légèrement différente. Et en fait, quand on met un Himba devant, tout de suite, il dit c'est celui-là, il est différent, ça se voit. La seule différence entre nous, c'est le langage. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est important. Parce que si vous arrivez à poser des mots différemment sur le raisonnement clinique, c'est possible que vous perceviez les choses différemment aussi. C'était l'instant de motivation. Avant de commencer. Alors, dans les principaux modèles qu'on a, dans les principaux modèles qu'on va voir, je ne sais plus ce que je dois dire là. On va avoir une approche éclectique aujourd'hui, et on va voir dans l'ordre, le BDK bien sûr, on va voir le raisonnement par hypothèse, le PRC de Montréal, les catégories d'hypothèses de Mark Jones, les concepts pragmatiques et le triptyque de l'EBP. Alors le BDK, c'est l'approche que normalement on a tous plus ou moins appris, et qui est la plus ancienne. C'est issu d'ailleurs d'une longue tradition médicale de raisonnement par liste, c'est pas du tout spécifique à la kiné, et c'est une approche déductive. C'est l'idée de faire un scan complet de toutes les structures. Donc mon patient est là, je fais un scan exhaustif, et puis après je décide de manière déductive des choses qu'il faut faire, des actions à mener. On faisait bilan cutané trophique vasculaire, musculaire, neurologique, fonctionnel, etc. On venait à ce tableau, c'est-à-dire
on a plein de déficits et puis on en déduit ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis, une fois qu'on a des déficits, on dit pour chaque déficit, je vais faire telle action. Alors, c'est le moment où je ne vais pas du tout être diplomate, mais en même temps, j'ai de bons arguments pour ça. Et je vais pas passer autant de temps que ce que je pourrais pour argumenter ça. Mais il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser cet outil. Je vais vous donner quelques arguments là-dessus, ils ne sont pas exhaustifs. Et ce que je propose aux gens qui pourraient être travaillés par ça, c'est qu'on en discute à la fin, parce que je n'aurai pas le temps sinon. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous dire que le BDK, il va falloir qu'on change, parce que c'est pas cognitivement adapté. Mais je voudrais aussi surtout vous proposer des outils en remplacement derrière, des concepts. Donc, c'est pas adapté, il faut reconsidérer sa place. Donc, le BDK, c'est issu d'une longue tradition médicale de raisonnement par liste, et c'est clairement invalidé par les avancées scientifiques, soit au profit d'un raisonnement qu'on appelle non analytique, soit un raisonnement par hypothèse. Je vous renvoie à un article super de Mathieu Mendaz qui a été publié en 2005 et qui argumente en partie ça, et puis il y a des sources intéressantes là-dessus. Donc ça c'est le premier gros message, et pour ceux qui ont le support, vous pouvez, la petite feuille, vous pouvez le noter. Le premier gros message de cette présentation, c'est arrêtons de penser et d'enseigner dans des logiques déductives. Et donc le BDK. Alors, voilà, il y a des critiques qui ont été solidement mises en avant. Ça a commencé par Aaron Sipourel dans l'ouvrage Le raisonnement médical. Alors, celui-là, si vous le lisez, approchez-vous un petit peu, quoi. Pour la petite histoire, il y a une préface de Pierre Bourdieu qui met en garde les lecteurs en disant « Attention, c'est un peu compliqué à comprendre ». Et quand c'est Pierre Bourdieu qui dit ça, voilà, je suis en milieu là du bouquin, c'est assez compliqué. Et voilà. Mais par contre, vous avez Paul Ulrich qui fait de la dialectique professionnelle et qui l'observait déjà en 2003. Il a écrit un article qui s'appelle Diagnostic kinésithérapie, les conditions d'une coproduction, et puis sur les kinésithérapeutes en code français, il montre qu'on observe qu'il résonne soit par raisonnement intuitif, soit par hypothèse. Alors qu'est-ce que c'est le raisonnement ouais, je reviendrai dessus après. Bon, BDK, quels inconvénients? Le premier inconvénient, c'est que ça prend clairement trop de temps. Voilà. C'est pas possible, et on a tous vécu ça, je pense qu'on a tous vécu ça en mise en situation pratique. On peut pas faire tout le bilan, on doit s'arrêter au milieu et dire, bon tiens, allez hop, on passe aux objectifs. Non seulement ça prend clairement trop de temps, mais également, c'est pas notre raisonnement spontané, car trop coûteux en énergie. Je vous renvoie à l'ouvrage Système 2 de Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie, qui étudie les prises de décision chez l'être humain. Et dans tous les cas, c'est jamais comme ça qu'on raisonne. On raisonne toujours en faisant des hypothèses, en fait. Et voilà, il y a des risques de confusion face à la quantité d'informations. Alors moi, je vous invite, si vous voulez vous convaincre du fait qu'il y a un raisonnement, qu'on fonctionne avec un raisonnement par hypothèse, ce soir, là, au gala, ou peu importe où vous serez, ou dans les jours qui viennent, je vous invite à faire la petite expérience suivante. Vous allez voir quelqu'un que vous connaissez et vous dites « Oh là là, j'ai mal au ventre, là, je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. » Et vous observez ce qui se passe. Et il y a fort à parier que la personne vous dit « T'as pas dormi ?» C'est une hypothèse. Non, non, j'ai bien dormi, non, ça va. T'as mangé un truc pas cool? Deuxième hypothèse. Et non, pourtant, j'ai mangé tout ce qu'il y a de plus normal, classique. Bon, je sais pas, tu couvres une grippe ou quelque chose? Et je vous invite à faire ça, tester, allez-y, ce soir tout le monde aura mal au ventre. Et puis vous allez voir que les gens génèrent des hypothèses et puis ils les valident ou ils les invalident. Alors c'est moins clair que quand on fait un raisonnement déductif, mais c'est beaucoup plus économique en énergie, et vous savez que l'être humain adore ça. Voilà. Il fonctionne à l'économie d'énergie. Donc le BDK, ça permet pas ça. Pourtant, est-ce qu'on peut rien en tirer du BDK? Non, quand même, rassurons-nous, on peut tirer des choses intéressantes du BDK, et notamment dans une logique de facilitation cognitive. La facilitation cognitive, c'est que spontanément, on fait beaucoup plus facilement les choses qu'on a l'habitude de faire, et que les choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Si je suis pas à l'aise avec le bilan sensitif, il y a
peu à parier que si je suis sous pression, sous stress, que j'ai pas le temps avec mon patient, je vais pas faire mon bilan sensitif et je vais réfléchir avec d'autres éléments. Donc oui, entraînons-nous avec à être fluide dans nos bilans, et le BDK, ça peut être un support pour ça. On peut dire aux étudiants, ou on peut faire nous-mêmes, allez, je m'entraîne au bilan sensitif, je fais tous les tests, et je le répète, et je le répète, et je le répète. Et si jamais c'est un peu ennuyeux, j'essaie de ludifier ça en faisant des concours avec mes collègues, ou en mettant les étudiants entre eux et en les boostant, et de manière un peu ludique. Et voilà, ça peut aussi éventuellement être discuté dans le cas dans une stratégie de recours, si jamais on n'a rien trouvé par le raisonnement, par l'hypothèse, mais c'est discutable. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose, ça peut, voilà, vu que le BDK, je reviendrai dessus après, mais oui, il faut garder en tête que les informations qu'on va rechercher vont être des informations orientées. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Ouais. Bon, je suis très triste de vous annoncer ça, s'il y a des gens qui aiment bien le BDK. Et donc je vous propose une deuxième application pédagogique, faite de la pratique délibérée. Pratique délibérée, c'est je m'entraîne. Et si vous faites ça donc en dehors des séances de kiné, si vous entraînez à ça, vous verrez que ça va être beaucoup plus facile pendant les séances. L'idée, c'est d'être fluide. Voilà. Et puis, entraîner les étudiants à ça, et si c'est ennuyeux, ludifier la chose. Alors, on passe au raisonnement par hypothèse. Raisonnement par hypothèse, c'est la logique par défaut. Alors, je ne vais pas parler je vais parler 30 secondes du raisonnement intuitif. Le raisonnement intuitif, c'est quand la personne vient et que c'est évident. Je me suis fait, ou même sur moi-même, je me suis cogné, 2 jours après j'ai un bleu, c'est évident, je ne vais pas générer plein d'hypothèses. Je suis chez moi, il y a toutes les lumières qui s'éteignent et j'entends un cloque près du disjoncteur, je sais que c'est une coupure de courant, j'ai pas besoin de générer plein d'hypothèses sur d'où vient le problème, est-ce que c'est tout l'immeuble, est-ce que c'est... Bref. C'est quelque chose de immédiat. Ça, c'est le raisonnement intuitif ou non analytique. Et puis, quand ça devient un peu plus compliqué, on va rentrer dans des logiques hypothético-déductives, et ça peut nous limiter. Je vous renvoie à Chad Cook, je vous renvoie à Bernard Charlin, je vous renvoie à Mark Jones. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est plus économique en énergie, c'est plus rapide. Face à une situation, on génère des hypothèses, et puis on les valide et on les invalide. Alors, voilà, on prend l'exemple d'une patiente qui a une douleur au coude. On va générer des hypothèses initiales. Alors j'ai mis un peu n'importe quoi, hein, vous attachez pas au contenu des hypothèses, mais en gros, je génère des hypothèses, puis après je vais à la recherche d'informations, et ces informations-là, elles vont valider ou invalider certaines hypothèses. Et il y a une logique un petit peu en entonnoir qui me permet d'arriver à l'hypothèse finale, qui va être mon diagnostic entre guillemets. Et alors là, on reviendra dessus qu'à la fin, parce qu'on parlera d'erreurs de raisonnement clinique possibles, et il y a des gens qui vont avoir du mal à générer suffisamment d'hypothèses au début. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir du mal à les discriminer entre elles. Il y en a d'autres encore qui vont générer des hypothèses qui ne sont pas du tout fiables, qui sont basées sur rien de pertinent. Et puis il y a des gens qui vont avoir du mal à les prioriser. Enfin, on reviendra dessus. Et ça, le raisonnement par hypothèse, il faut le garder parce que c'est vraiment une base importante. Donc c'est un gain de temps d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va faire une recherche orientée d'information. Et quand on a une séance d'une demi-heure ou une heure, pour ceux qui font du bilan d'une heure, mais en général, on manque de temps en pratique clinique, ça gagne du temps parce que c'est une recherche orientée d'information. Pour autant, est-ce que c'est suffisant le raisonnement par hypothèse pour penser notre activité? Non. Parce qu'on l'a dit, on ne va pas appliquer de protocole. Et si j'ai fait le diagnostic d'une pathologie chez un patient, et que je fais toujours pour tous les patients la même pathologie, on est à côté de la plaque. On ne répond pas à la logique de redéfinition de la tâche de chaque club. Et puis aussi, c'est une approche qui est centrée sur le diagnostic, on va revenir dessus. Voilà. Donc, c'est là que voilà, c'est pas suffisant, et c'est là que va intervenir le PRC de Montréal. Alors, je vais aller très vite sur la méthode, mais je vous invite à regarder, pour ceux qui connaissent pas trop pour ceux que vous connaissiez ou pas les méthodes en sciences humaines, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont mis en place. En gros, ils ont fait une modélisation graphique du raisonnement clinique.
Et c'est un travail de didactique professionnelle, donc ça correspond pile poil avec le thème de mon master, je suis en master 2 actuellement. Donc c'est l'analyse du travail dans un but pédagogique. Et au bout de 2 ans de travail avec une cognicicienne, ils ont pris 6 cliniciens experts, ils ont fait des entretiens, focus group, et ils ont travaillé sur ces modélisations. Voilà, il y a 12 cliniciens validateurs qui ont vérifié ça après. 250 heures de contact avec les cliniciens au total, ceux qui font des sciences humaines, ils savent que traiter ces données-là, c'est un travail énorme. Et qu'est-ce qui fait aussi l'originalité, c'est que la modélisation a été faite avec un logiciel contraignant. Contraignant, mais pas de n'importe quelle manière. Contraignant parce qu'on a programmé dans le logiciel, et il sert à plein d'autres choses, les règles de fonctionnement cognitif. Ce qui veut dire que, ok, c'est fatigant à modéliser, mais une fois qu'on l'a fait, on sait que on n'est pas trop mal en termes de fonctionnement cérébral, fonctionnement cognitif du moins. Et voilà. Et c'est à la confluence de méthodes de sciences humaines, c'est-à-dire l'ethnographie, et on va sur le terrain et on observe, et de sciences cognitives. Alors, ça c'est 2 originalités de ce schéma, c'est que c'est vraiment issu d'une démarche de didactique professionnelle, d'analyse du terrain, et puis c'est vraiment en raccord avec les sciences cognitives. Et c'est probablement ça, à mon sens, on reviendra dessus, qui fait la qualité du travail. Ça aboutit à un schéma principal et 7 schémas secondaires. On ne va pas voir les secondaires, mais voilà. Il présente les invariants du raisonnement clinique. Invariants, c'est ce qui est commun à plusieurs professionnels, et dans plusieurs professions, c'est-à-dire médecine, soins infirmiers, pharmacie, odontologie, vétérinaire, et ils ont rajouté la kinésithérapie. Et il est censé, du moins la volonté, c'est d'être cognitivement adapté au fonctionnement humain, c'est-à-dire valide écologiquement, on va revenir dessus. Et il y a un MOOC qui est disponible sur la plateforme qui s'appelle Edulib et que je vous recommande très fortement de faire. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Il y a des filles qui arrivent. Voilà le modèle principal. C'est possible que vous ne le voyiez pas. Le cours que j'avais donné là-dessus était... je me suis rendu compte de ça. Si vous ne voyez pas, on va soit vous avez le support de présentation sur le flashcode, soit de toute façon on va les voir. Donc l'idée, je vais vous demander de vous focaliser sur les ovales. Vous faites abstraction du reste. Vraiment sur les ovales, ici, là. Et puis ce qui est en bleu, c'est grosso modo ce qui est observable, et ce qui est en jaune, c'est dans la tête du praticien. Et alors on commence sur la première étape en fait. Voilà, ça c'est une flèche qui dit que ça commence comme ça. Et puis on lit le schéma de gauche à droite et après de bas en haut. Et c'est un peu complexe, mais ça se clarifie très très vite. Alors comment ça se passe? On commence par, quand on est avec un patient, le patient arrive, on va tout de suite, immédiatement, dès le premier contact visuel, remarquer des indices sur la manière de marcher, sur l'habillage, sur la couleur, le teint, l'expression du visage, plein de choses. On détermine les indices dès les premiers instants, ça s'appelle, c'est une première étape. Et donc là, on est vraiment en train je suis en train vraiment de vous proposer une alternative au PDK, et on est en train de voir les écarts. Donc la première étape, c'est identifier les indices dès les premiers instants. Cognitivement, c'est vraiment intéressant parce que ça réveille déjà des hypothèses. La deuxième phase, c'est de déterminer ou clarifier les objectifs de la rencontre. Que ce soit les objectifs du patient, les objectifs des proches, ou du médecin. Voilà. L'étape suivante, c'est on le voit sur la gauche, catégoriser pour décider de l'action. On reviendra sur ce terme catégoriser. Pour l'instant, on va dire que c'est à peu près faire un diagnostic. On fait notre diagnostic et on trouve ce que le patient il a comme plateau. On va revenir sur les termes après. Ensuite, on va mettre en œuvre les actions appropriées. Ça peut être soit des examens complémentaires, soit des traitements entre guillemets, et puis on va évaluer les résultats. Et une petite flèche là qui descend, qui dit que si jamais on n'arrive pas à faire une catégorisation suffisante, on va utiliser des stratégies de recours. Et ça, je ne vais pas m'étendre dessus, il y aura le MOOC pour ça. Des stratégies de recours qui sont différentes. Et puis, on voit ici que
notre action s'appuie sur ce qu'on appelle des scripts cliniques. On reviendra dessus après. Donc, voilà, ça c'est les principales étapes. Et puis, vous avez deux autres étapes qui sont cognitives. Je ne vais pas revenir dessus maintenant, mais on pourra en parler. Parce que on va manquer de temps sinon. Bon, je fais une petite parenthèse par rapport aux objectifs de la rencontre pour dire que, pour vous montrer ce schéma-là, et faire un peu de philo en disant que ce qui nous fait souffrir dans la vie, c'est la différence entre nos attentes et la réalité. Et notre action, à mon sens, se place vraiment dans le rapport aux objectifs du patient. Le patient, il a des capacités, voilà, puis il a un accident, il a un problème, il a une pathologie, et ça fait qu'il y a une différence entre ses objectifs à lui, ses attentes, c'est-à-dire avoir un corps fonctionnel, voilà, et puis ses capacités. Et donc notre travail, ça va être de faire en sorte qu'on développe ses capacités pour que le patient... ça matche, pour que les deux courbes matchent en fait. Mais il y a des fois où ça va bloquer et où on va plus pouvoir augmenter les capacités physiques ou d'autonomie fonctionnelle du patient, mais où on va devoir accompagner les patients dans une logique de deuil. En tout cas, la finalité, c'est que les deux courbes se rejoignent. Et puis, si vous regardez dans les notes, je vous ai mis un petit extrait d'objectifs, bref, un petit florilège d'objectifs du patient qui est surprenant, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus de l'intérêt de demander aux patients les objectifs. Alors, ça va jusque-là? Toujours? Ouais. Ok. Donc, on a dit, une prise en charge, ça passe par plusieurs étapes, on va dire entre 5 et 8, voilà, qui vont être identifier les indices des premiers instants, déterminer les objectifs de la rencontre, catégoriser pour décider de l'action, mettre en œuvre les actions appropriées, évaluer les résultats, éventuellement utiliser les stratégies de recours, et puis les deux autres, là, organiser les connaissances pour l'action clinique et réguler le processus, on va pas s'attarder dessus. Mais donc, ça c'est le deuxième gros message à faire passer dans cette présentation, c'est le fait que dans une séance, ou dans un traitement en général, il y a des grandes étapes et qui sont issues de la didactique professionnelle, et que vous retrouvez dans le PRC. Et moi, je pense que c'est très important de le voir. Et à partir de là, on a des activités pédagogiques qui commencent à débarquer. Parce que le but du jeu, c'est d'ancrer quand même ma présentation dans quelque chose de concret. Donc, application pédagogique numéro 3, il existe plusieurs étapes systématiques dans les raisonnements cliniques qui sont décrites dans le PRC de Montréal. Elles ne sont pas spécifiques au kiné. Et donc, il y a plein d'activités qui vont être autour d'un cas clinique écrit, autour d'une analyse vidéo, autour de patients simulés, ou de simulation au sens large, autour de plein de matériaux. On va pouvoir utiliser ces étapes pour structurer des activités pédagogiques. Et il y a notamment un outil vraiment intéressant à mettre en place, qui est développé encore une fois par le CEPAS, le même département de pédagogie des sciences de la santé de Montréal, une activité qui s'appelle ARC 2.0, Atelier de raisonnement clinique 2.0, et que je vous invite fortement à faire et à expérimenter, surtout pour ceux qui ont une activité d'enseignement. Et il y a un e-learning sur le sujet que je vous recommande de faire. C'est assez rigoureux méthodologiquement aussi. Donc voilà. Alors, je sais pas pour vous, pour l'instant on a différentes étapes, mais je sais pas si... Moi, j'ai pas encore vraiment ressenti de magie dans l'air. Je sais pas pour vous, mais la magie, pour moi, elle va venir à partir de cette case-là, les scripts cliniques. Pourquoi? Parce que les scripts cliniques, c'est ce qu'on appelle c'est un ensemble de connaissances associatives. Alors, on va faire un petit jeu pour expérimenter ce que c'est que les associations. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un mot au hasard? Tu veux nous trouver un mot comme ça? Qu'est-ce qui te vient en tête? Comment? Palimpseste. Ok, un mot plus simple. Rhododendron. Rhododendron. Tout le monde voit ce que c'est un rhododendron? Ok. Ce que je vais vous demander, à 3, tous en même temps, ça va être de dire un mot que vous associez au rhododendron. Quand je vous dis rhododendron, à quoi vous pensez? On dit tous ensemble? À vote. Allez, 1, 2, 3. Rouge. Rouge. Bon, il y en a eu plein, on est d'accord. Là, rouge, c'est pourquoi rouge? Quelqu'un a été vu, pardon? Parce que, je sais pas, le dernier rhododendron que j'ai vu, c'était rouge. D'accord, ça marche. Ok, on va prendre rouge et on fait la même chose. À 3, tout le monde dit un mot auquel rouge, qui est évoqué par le mot rouge. 1, 2, 3.
j'en ai aucun là, c'est un brouhaha. Quelqu'un peut dire des mots? Drapeau, ok. Drapeau. Ok, à 3, on fait la même chose. À quoi ça vous fait penser drapeau? 1, 2, 3. France. Ok. Donc, vous avez vu qu'en 3 générations d'associations, on est passé de rhododendron à France. Alors peut-être qu'on pourra changer la fleur de lys pour le symbole français, la fleur de lys pour un rhododendron. Bref, ça c'est des associations. Je vous dis un mot, vous pensez à quelque chose. Je vous dis lombalgie, tout de suite, boum, vous avez des associations, des choses qui viennent. Je vous dis, je sais pas moi, inflammation, boum, vous avez des idées qui viennent. Ça, le phénomène associatif, c'est majeur pour notre fonctionnement cognitif, et ça va donner lieu à une notion qu'on appelle les scripts cliniques. Alors, voilà, le script clinique, c'est ce qu'on appelle un réseau personnalisé de connaissances mobilisables pour l'action, qui reflète de l'intégration par le clinicien de données scientifiques, de savoir livresque, clinique livresque et d'expériences acquises de cas antérieurs. C'est vraiment la définition exhaustive. Et c'est des connaissances associatives, c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est quelque chose qui est individuel. Il se modifie, il se combine, il s'enrichit avec l'expérience. Alors, on peut repérer une structure commune à tout script clinique, et alors là, je vais parler des scripts cliniques de pathologie. Hein, vous gardez en tête qu'il y aura d'autres types de scripts cliniques, d'autres types de connaissances associatives, notamment dans les catégories, et la pathologie, c'est pas forcément l'entrée la plus pertinente, mais voilà, généralement, un expert aura des scripts plus détaillés qu'un autre. Alors voilà, ça c'est toujours le PRC de Montréal qui a parlé des scripts cliniques. La théorie existait avant le PRC, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est que pour chaque pathologie, on a des connaissances associatives autour de ça. Les caractéristiques, enfin, je vous les dis pas. Caractéristiques épidémiques, conditions de survenue, conditions de constellation de sinus-atome, je suis en train de lire, modalité d'évolution, bref, et surtout, options d'investigation, traitement des mémoires des cas antérieurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour notre décision clinique. Et une application pédagogique qui est déjà utilisée à Orléans ou dans d'autres écoles, il me semble, c'est qu'on peut structurer nos cours sur les bateaux en suivant ce plan-là. Et quel est l'intérêt? C'est qu'on a une trame qui est cognitivement adaptée. On le sait, on a la structure. Et on remarquera d'ailleurs que tous les bons cours qui ont été un peu travaillés, ils suivent spontanément cette logique-là. Et alors, on a bien dit, option d'investigation et option de traitement. Hein. On n'a pas dit traitement. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça a une logique de modèle. Ça suit une logique de modèle comme un modèle en science, en fait. C'est quoi un modèle en science? C'est que je fais une modélisation de la réalité, et après, ça a une valeur prédictive. C'est-à-dire que, voilà, mon patient, il vient, je repère une constellation de signes et symptômes, je fais mon raisonnement par hypothèse, je trouve, ok, ce patient, il a une tendinopathie. Une fois que j'ai trouvé ce que c'était, j'ai identifié le script clinique, il y a tout qui se met en place, et j'ai, de manière associative, j'ai les options de traitement qui me viennent en tête. Et c'est là, pour moi, la magie. C'est comme si on avait plein de petits modèles scientifiques à l'intérieur, enfin scientifiques non, mais en tout cas des modèles dans notre tête, associatifs pour chaque pathologie. Et c'est ça qui fait que j'arrive face à une situation clinique, j'observe plein de petits éléments, et puis je peux inférer quelle est la situation et quel est le traitement qui va être pertinent. Et ça, c'est pas spécifique à nous. Hein. Vous voyez un expert en bâtiment qui arrive sur un chantier, il doit faire du terrassement, il remarque quelques indices, il repère des trucs, et puis il dit, ok, il va falloir enlever 3 tonnes de gravats ici. Il fait une référence. Bref. Donc voilà, pour les scripts cliniques, pour moi, sont vraiment fondamentaux. Et donc, on en vient, une fois qu'on a reconnu une pathologie, on en déduit les options d'intervention, notamment associées. Et puis le pronostic, apparemment, je n'étais pas là, mais Jeff Cook en parlait dans sa présentation. Et vous voulez revenir sur la diapo d'avant? Et donc, on va faire déjà, on a vu pas mal de notions maintenant, et je vous propose qu'on fasse une petite pause, un petit récapitulatif, en vous donnant rendez-vous sur WooClap. Donc, vous allez à cette adresse-là, sur WooClap, UAXTMS, et pour ceux qui n'ont pas Internet, on va s'en passer, parce qu'on va pouvoir utiliser
on va pouvoir utiliser les SMS pour ceux qui ont la flemme. Alors, on est là. Comment participer? Alors, pour ceux qui ont Internet, vous pouvez vous connecter à cette adresse. Pour ceux qui n'ont pas Internet, vous envoyez un SMS à ce numéro en écrivant ça, @UAXTLS. Est-ce que c'est bon? Voilà, on a les compteurs là. 18 personnes. Ok, 29 personnes. 32 personnes. On va pouvoir commencer, je vous laisse. Alors, petit quiz, doit-on toujours s'adapter à la situation? Vous envoyez 1 si vous pensez oui et que c'est même Jacques Leplat qui parle de redéfinition de la tâche, et 2 si on applique toujours les protocoles parce que c'est quand même moins fatigant. Je fais la remarque de manière un peu sarcastique, mais c'est vraiment important le côté fatigant cognitivement parlant. Ok, bon, super, une grande majorité, on est d'accord qu'on doit toujours s'adapter à la situation clinique, hein, ça c'est intéressant. Question suivante, oups. Laquelle de ces manières n'est pas cognitivement adaptée? Pas cognitivement adaptée. Le raisonnement déductif parce que c'est trop court en énergie, le raisonnement hypothético-déductif parce que c'est trop compliqué, ou le raisonnement non analytique ou inductif. Vous êtes d'excellents éléments. Bon, super. J'en parlerai à la CAC, ce sera super. Ok. Ben voilà, super. Excellent. Alors, où trouver les différentes étapes par lesquelles on passe pour raisonner selon une approche issue de la dialectique professionnelle? 1 pour dire dans le BDK, 2 dans le PRC de Montréal, 3 dans le raisonnement par hypothèse, et 4 dans la classification internationale du fonctionnement. Il y en a 3% de la salle qui pense que c'est le raisonnement par hypothèse. 6%. Ok. Et 3% qui est arrivé en retard. Ok. Super. Allez, une dernière petite question. Pendant mon évaluation, je trouve des indices et je valide une hypothèse. Associée à celle-ci, il y a plein d'informations, comme des mécanismes physiopathologiques ou les options de traitement. Comment s'appelle l'ensemble des connaissances associatives autour d'une pathologie? Le protocole de traitement de l'adémécum, 1. Une kippa surgelée, 2. Le pouvoir du docteur Salam, grand voyant médium, résultat garanti 100% dans la semelle. J'ai fait ça sans faute d'orthographe, mais normalement, il y en a. Et un script. La réponse D. Oui, je me suis dit que si je mettais la réponse D quelque part, tout le monde allait mettre ça, et pas du tout répondre la vraie. Ok, super, c'est effectivement un script clinique. Et alors, à votre avis, quand on a trouvé les options de traitement d'un script, est-ce qu'on les applique telles quelles? Oui, non, je ne sais pas, ou la réponse est B, ou je l'ai mis en fait. Tout le monde va répondre à la réponse D. Non, on les applique pas telles quelles. Quand on a trouvé les options de traitement d'un script, on les applique pas telles quelles. Super. Et alors, je passe direct à la question suivante. Et alors, êtes-vous intéressé pour savoir comment on module les options de traitement d'un script de pathologie pour les adapter aux patients? Ça vous intéresse? Ça vous branche? Voilà. Je suis orienté, il n'y a pas de nom. Bien sûr que c'est orienté, c'est moi le chef ici. Ok, restez connectés parce qu'on y reviendra après. Et voilà. Alors, c'était le récapitulatif. Donc je vois que vous avez super bien compris le début de la présentation et ça me rassure. Alors comment on va adapter les options d'intervention aux patients? À partir de la représentation du problème, qui est là. Il y a un rond exprès pour ça.
Enfin, un autre genre. Donc, voilà. Comment on attaque les options d'intervention au patient? Toutes les on va agréger, quand on rencontre le patient, on va agréger plein d'informations sur le patient, son âge, sa condition physique, sa motivation, voilà, est-ce qu'il prend des médicaments ou non, des perspectives sur la situation, des enjeux familiaux, professionnels, etc. Et alors, ça c'est des informations qui vont moduler les options de traitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas les appliquer telles quelles, mais on va les adapter en fonction du patient. C'est plutôt logique. Donc je sais qu'en lombalgique, il a besoin de faire de l'activité physique et du renforcement des muscles lombaires, ça c'est mon script, mais en fonction de la condition physique, en fonction de plein de choses, voilà, avec ce patient aujourd'hui, je vais décliner ce script en donnant un exercice, par exemple, sans matériel, 3 fois par jour. Si je sais que avec un autre patient qui je sais pas, pratique la musculation et qui s'entraîne à la salle, je vais pouvoir utiliser l'opportunité de la salle pour dire ben voilà, je vais lui donner des exercices sur machine. Bref. Sauf que là, vous allez me dire, je l'avance, oui mais ça fait beaucoup d'informations. Oui, c'est sûr. Et puis on a dit qu'on voulait que ce soit dans le début de la présentation qu'on essayait de rechercher des modèles de raisonnement clinique, en tout cas moi c'est ma recherche, qui sont cognitivement adaptés. Et donc, oui, ça fait beaucoup d'informations, effectivement. C'était beaucoup plus que le nombre d'informations que le cerveau peut gérer. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'empamnésique, mais c'est le nombre maximum d'éléments que le cerveau peut stocker en même temps. Et il est plus ou moins de 7. Il y a un jeu qui s'appelle le Burger de la mort dans Burger Quiz, qui est basé sur ce principe-là. On donne 10 éléments à une personne, il faut qu'elle le retienne, et en général, ils n'y arrivent pas, et c'est très drôle. Et c'est avec un Chabat. Mais voilà. Donc en fait, comment on fait pour contourner ça? C'est qu'en fait, le cerveau va agréger des informations autour de ce qu'on appelle des variables. Alors les variables, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sorte de curseur. Par exemple, j'ai trouvé mon script clinique de mon patient lombalgique, et puis je veux lui faire des exercices de renforcement au niveau lombaire. Eh bien, il va y avoir une intensité de traitement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intensité de traitement. Est-ce que je vais faire un traitement plus ou moins intense? Et ça va être modulé. C'est-à-dire, aujourd'hui, le patient il va être fatigué. Donc, je me dis, ok, je vais y aller un peu plus cool. Mais, en même temps, il a l'air sportif. Donc, ça va, je peux y aller. Donc ça fait, j'ai comme une sorte de curseur dans ma tête. Je me dis, je peux faire un peu plus intense. Et puis, il est âgé. Bon, je vais y aller un peu plus cool. Bon, et ou pas d'ailleurs. Il faut arrêter de croire que les personnes âgées sont fragiles, mais c'est pas le sujet. Il m'a dit avoir mal dormi juste cette nuit, donc je me dis, bon, si c'est juste cette nuit, je vais pouvoir y aller un peu plus intense, ça va passer. Et puis il n'est pas sous médicament. Donc s'il n'est pas sous médicament, ça veut dire que sa perception corporelle n'est pas modifiée, donc du coup, je vais pouvoir y aller un peu plus fort. Puis il est 8h du matin, fatigant 8h du matin, hein, vous l'avez vécu il y a pas longtemps, en commençant cette conférence. Et donc voilà, donc ça, ma variable intensité du traitement, c'est quelque chose c'est quelque chose autour duquel je vais pouvoir agréger des informations et qui vont structurer. Et alors paradoxalement, par rapport au BDK, je vais avoir accès à beaucoup plus d'informations, mais ça sera beaucoup moins lourd cognitivement parce que elles vont juste moduler l'impression que j'ai autour de la variable intensité du traitement. Et alors, ça fait que dans la représentation du problème, et ça c'est moi qui fais le lien, hein, c'est pas spécialement à ma connaissance décrit par les gens du CEPAS, c'est moi qui fais le lien, mais donc voilà, on a ce qu'on appelle des indicateurs, hein, on va revenir dessus avec les concepts pragmatiques, des indicateurs, et avec un ensemble de variables qu'on va moduler, le niveau de motivation, le type de douleur, l'impact fonctionnel, l'irritabilité des tissus, par exemple, ça c'est des variables possibles. Alors ça c'est moi qui l'ai inventé, mais en fait les variables elles n'ont pas été identifiées, et les concepts pragmatiques non plus, parce qu'en fait un concept pragmatique c'est un ensemble de variables, et c'est le sujet de mon mémoire, voilà. Pour l'instant ça n'a pas été fait ni en kiné ni en sciences de la santé, je bosse dessus, et je vous en reparle l'an prochain. Et ça amène à des choix thérapeutiques en fait, ça module les choix thérapeutiques qui sont issus des scripts cliniques. Vous voyez la logique? Moi je trouve ça assez clair. Et non mais par rapport à ma présentation, mais quand j'ai découvert ces concepts-là, ça a vachement éclairé parce que je me suis dit mais oui c'est comme ça que ça se passe. Et, voilà. Moi j'étais très enthousiaste.
Voilà, donc ça c'est des variables, et ça c'est ce qui pourrait s'appeler des indicateurs, et ça en fait c'est une partie des concepts pragmatiques, je reviens dessus après. Et alors on peut penser la représentation du problème sous l'angle de ce qu'on appelle les catégories d'hypothèses de Mark Jones. Alors là aussi c'est moi qui fais le lien, hein, c'est ce travail pédagogique d'articulation des éléments, mais c'est pas quelque chose qui a été extrêmement validé. Mais je pense qu'assez logiquement ça correspond. Alors Mark Jones, qui est physiothérapeute australien, il connaît plein de choses sur le raisonnement clinique, mais entre autres, une des grandes avancées, c'est qu'il a mis en place des hypothèses sur des catégories d'hypothèses, en fait, 10 catégories d'hypothèses qui structureraient volontiers, je dis volontiers parce que c'est moi qui fais le lien, la représentation du problème. Et donc, quelles sont ces catégories d'hypothèses? Voilà, j'ai encore fait par paragraphe, ça va être long. Voilà, c'est ça. La restriction d'activité et de participation, la perspective du patient sur son expérience, le type de douleur, la pathologie, source des symptômes. Je ne vous les fais pas tous. Mais voilà, ça c'est les 10. Non, il en manque une. Il en manquait pas une. C'est celle-là. Voilà. Et alors, ça ajoute un degré de complexité. C'est-à-dire que il ne faut pas garder en tête que le raisonnement par hypothèse, on va pouvoir l'appliquer que sur les pathologies, même si c'est central. On va pouvoir l'appliquer sur d'autres choses. On va générer des hypothèses sur la perspective du patient, par exemple. Je vois le patient, il a l'air la perspective du patient sur ce qui lui arrive. Donc du coup, on va voir le patient qui a une mine un peu démotivée, voilà, un peu triste. Et du coup, je vais pouvoir générer une hypothèse. Ah, mais est-ce qu'il est vraiment touché par sa pathologie, ou est-ce qu'il est juste fatigué parce qu'il a mal dormi? Et on peut générer une hypothèse sur le pronostic, par exemple, pour reprendre Chad Cook qui avait l'avant parlé. Est-ce que ça va être de bons pronostics ou non? Et du coup, je génère une hypothèse à propos du pronostic, je vais le valider ou non valider. Donc dans la représentation du problème, il n'y a pas que des hypothèses autour de la pathologie, mais autour de toutes ces catégories-là. Alors là, ces catégories-là ne sont pas, à ma connaissance, issues d'une démarche de didactique professionnelle, et donc il faudrait vérifier si c'est cognitivement adapté. Ça fait partie de mon travail de master. Et voilà. Mais je vous les montre quand même, parce que c'est assez pertinent. Donc il y a une activité pédagogique autour de ça. On peut demander régulièrement aux étudiants, pour ceux qui sont formateurs ici, d'expliciter la représentation du problème, et si on voit qu'elle n'est pas suffisamment complète, on peut utiliser ces catégories pour dire qu'est-ce que tu penses de la source de la douleur, par exemple, qu'est-ce que tu penses du pronostic. Bon, et alors, voilà, ça c'était la première approche de représentation du problème sous l'angle des catégories d'hypothèses de Mark Jones, et ça se complète, ou en tout cas, il y a deux candidats pour remplir cette case de représentation du problème, les concepts pragmatiques. Les concepts pragmatiques, c'est quelque chose qui a été théorisé par Pierre Pastré, c'est pas du tout spécifique au médical, c'est au cœur de la didactique professionnelle, et je vais pas détailler super longtemps ce que c'est, mais parce que c'est long, il y a beaucoup de prérequis, mais grosso modo, les concepts pragmatiques, c'est les repères des personnes, c'est les nœuds de la décision. C'est, vous imaginez, au début ça a été fait chez les pilotes de chasse. On a analysé quel repère ils regardaient, en fait, qu'est-ce qu'ils regardaient dans le paysage, et on voit qu'ils regardent pas tout. Ils ont des éléments clés, comme par exemple la ligne de l'horizon, telle manette, tel bouton, mais et ça ils le regardent 90% du temps, alors que le reste c'est négligeable. Donc, du coup, ça c'est vraiment au cœur de la décision, et donc du coup, on va pouvoir mettre l'accent là-dessus et faire des activités pédagogiques autour de ça. Et dans des simulateurs, par exemple, on s'en fiche qu'ils soient beaux. Par contre, il faut que ces nœuds de la décision ils soient extrêmement précis. Et alors, c'est quelque chose, voilà, c'est là que s'exprime l'essentiel de la compétence professionnelle, dans les concepts pragmatiques. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus de différence entre un expert dans une famille de situations cliniques et un novice. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple de concept pragmatique qui a été fait sur la taille de la vigne. Rien à voir avec la kiné. Taille de la vigne. Mais on a identifié deux concepts pragmatiques que sont la charge et l'équilibre. La charge, c'est la quantité de raisin que la vigne produit ou va produire. Et l'équilibre, c'est son état de santé, de stabilité. Et donc, en fait, associé à chaque concept pragmatique, il y a des variables et des indicateurs. Et donc, des indicateurs, c'est-à-dire des informations qu'on va collecter. Et donc, vous voyez que les indicateurs sont agrégés dans des variables qui elles-mêmes constituent un concept pragmatique. Et ça va
ça va nourrir la décision clinique. Et alors un novice, quand il est là, grosso modo, il a des conseils pragmatiques pas très bien étoffés, pas très bien souples, pas très bien adaptables, et donc, grosso modo, il va toujours faire les mêmes choix. Et puis on modifie certains indicateurs, ça va pas modifier beaucoup le choix. Alors qu'un expert, lui, il va avoir des conseils pragmatiques plus pertinents, pas forcément avec plus d'informations, mais mieux adaptés. Et surtout, on lui change une variable, tout de suite, il arrive à comprendre les conséquences que ça a et les adaptations qu'il faut faire. Et ça, c'est parce que ça, c'est l'expertise qui vient, et il y a des activités pédagogiques autour de ça. Et c'est au cœur de la compétence professionnelle. Voilà. Alors, problème, ils n'ont pas été identifiés en kiné ni dans les sciences de la santé, et je vais tenter de faire ça. Et mon collègue Étienne Panchot, qui fait une thèse dessus aussi, mais plus spécifiquement sur la première intention. Et voilà, ça concorde parfaitement avec une autre activité pédagogique mise en avant par le CEPAS aussi de Montréal, les tests et formations par concordance de script. Là aussi, c'est moi qui fais le lien, parce que les gens du CEPAS, voilà, Bernard Charlin ne connaît pas spécialement cette logique de l'équipe professionnelle, c'est juste moi qui fais un rapprochement et je me dis mais c'est super cohérent. Parce que, voilà, je vais vous proposer l'application pédagogique numéro 4, utilisons des tests et formations par concordance de script. Alors, il faut faire attention toutefois parce que c'est un outil qui est assez fin, qui se fait pas n'importe comment. Et si jamais vous voyez apparaître des formations dans l'offre de formation professionnelle en DPC ou je sais pas où, des formations par concordance de script, ça a vite fait d'être dévoyé, d'être un truc à peu près, d'être une coquille vide. Donc si vous voyez ça, demandez les méthodes, demandez l'expertise des gens qui ont fait ça. Et bon, je dis ça, je suis pas neutre parce que on en parlera. J'ai participé au projet d'expérimentation en formation initiale des tests par concordance de script et formation par concordance de script. Il y a un poster qui est disponible dans l'espace approprié et je suis dans cette équipe. Voilà. Donc j'ai vécu aussi de l'intérieur le fait que c'est pas non plus un outil qu'on fait comme ça. Sur un coup de tête un beau matin. Mais par contre, une fois que, ça demande beaucoup de temps de préparation, mais une fois que c'est mis en place, ça donne quelque chose de très pertinent pédagogiquement, à mon sens. Alors l'idée, qu'est-ce que ça va être? Si on revient sur les concepts pragmatiques, ça va être, on pose une situation clinique, on pose une situation clinique avec une hypothèse, qui va être la variable par exemple, et puis on va modifier un indicateur, et on va voir comment l'indicateur va modifier notre comportement. Et ça, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait en comparaison avec un panel d'experts. Parce que la situation est complexe, et il n'y a pas de juste ou de faux. Et donc, on recrute des professionnels qui sont impliqués, et voilà, et on donne les réponses en fonction. Et donc, je vous invite à retourner, on va faire une expérimentation autour de ça, on va tester. Alors, c'est un bout de formation par concordance. C'est pas la formation complète, c'est juste un extrait. Mais c'est un petit peu... c'est quand même un extrait significatif. Alors voilà. Je vous pose la situation suivante. Vous recevez un patient de 51 ans qui est postier. Il présente depuis 7 ans des douleurs bilatérales au niveau lombo-sacré et des douleurs dans l'aine droite. Il a reçu plusieurs traitements, massage, chaleur, ultrasons, exercices de renforcement musculaire globaux et ostéopathie, sans amélioration nette, et les douleurs reviennent systématiquement. Et alors, on va poser une hypothèse. Si vous pensez, et on va vraiment partir de ce cadre-là, vous dites, vous êtes mis en tête, je vais réaliser des mobilisations spécifiques du rachis lombaire. Et vous avez une information supplémentaire, vous découvrez que ce type de mobilisation lui avait fait du bien lors de traitements précédents. Il vous dit ça. Ah, mais oui, ça m'avait fait du bien la dernière fois. Alors... Voilà. L'impact sur votre hypothèse. Ah, je l'ai pas mis à jour. Ou alors il y a une erreur dans les... Bon, est-ce que l'impact sur votre hypothèse est neutre, c'est-à-dire ça change rien? Cette information, elle va rien modifier à des mobilisations spécifiques du rachis lombaire, ou alors ça va être positif, ou fortement positif, ça va, vous dites,
Oui, le fait que ça lui ait fait du bien, c'est vraiment pertinent. Ça veut dire que je devrais faire cette hypothèse-là. Ou bien c'est fortement négatif, c'est-à-dire, je pense que en fait, vu que je découvre cette information-là, ça invalide complètement mon hypothèse. Il faut vraiment pas que je fasse des mobilisations spécifiques. Et alors, vous envoyez -1, pour ceux qui sont par texto et qui n'ont pas l'interface, vous envoyez -2, pardon, -1, 0, +1 ou +2. Je vous laisse noter, à votre avis. On pense à faire des mobilisations spécifiques, on découvre que ça lui a fait du bien. Est-ce que l'impact sur l'hypothèse est positif, fortement positif, neutre? Donc vous votez de -2 à 2. Est-ce que tout le monde est à peu près à voter? Ok, donc ce que je vais faire, ça va être qu'on va voir les résultats des experts. Donc hop, on ne peut plus voter, et voici ce que les experts avaient répondu. On avait, alors là j'ai pris qu'une partie des experts, on avait 5 experts. C'est issu de l'expérimentation qu'on a fait en TCS. 5 experts qui ont dit, 2 qui ont dit c'est positif, 2 qui ont dit c'est neutre, et 1 qui a dit c'est négatif. En fait, là, vous avez vos réponses par rapport aux experts. Et alors, on va voir... donc en fait, il n'y a personne qui est fortement positif. Enfin, il n'y a aucun expert qui a répondu ça. Donc en fait, si on devait noter ça, la personne aurait 0. Voilà. Ou les personnes qui ont répondu ça auraient 0. Les personnes qui ont répondu positif, ils répondent comme la majorité des experts. Donc ceux qui ont eu positif ou neutre, ils auraient 1 point. Et voilà, 0. Mais voilà. Et les personnes qui ont répondu des valeurs intermédiaires, qui répondent comme certains experts, mais pas comme tous, ils ont une note au prorata du nombre d'experts qui ont répondu comme nous. Et alors, on va faire les justifications de réponse. Les experts ont justifié leur réponse comme ça. Le premier a dit, voilà, il a dit ça change rien, en disant que les mobilisations spécifiques, ça aura un effet à court terme, et il n'y a pas de grande validité en soi. Par contre, ça peut être une porte d'entrée pour le patient qui a déjà été soulagé par ces techniques, pour l'emmener ensuite vers un travail plus actif, en lui démontrant que vu les récidives, ça ne peut pas suffire. L'expert 2 il dit, ça change rien, et il justifie en disant que voilà, le patient reçoit positivement cette information, mais ce n'est pas un argument en faveur de la réalisation de thérapie modulaire. L'expert 3 il a dit négatif, parce qu'il a dit ouais, c'est très peu probable qu'un traitement produise des effets différents, c'est-à-dire une absence d'amélioration nette. Cependant, il existe une grande variabilité dans la réalisation d'une mobilisation, et donc ça peut être plausible que ça soit adapté, mais lui, il dit plutôt qu'il faut s'orienter sur autre chose. Et puis, les experts 4 et 5 ont répondu positif, en disant que la notion de soulagement, même passager, est à prendre en considération, et l'autre qui dit qu'il y a eu une petite expérience, il y a eu une expérience positive, il y a des chances que ce soit de nouveau le cas. Oui. Ça il reste un quart d'heure. Si jamais tu veux qu'il y ait des questions, oui, ça marche. Ouais. 2h30 à la société de réanimation. Oui, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est que je vais. Voilà, on n'aura fait qu'une vignette, mais grosso modo, c'est ça. L'idée, c'est que vous répondez à une situation clinique, et puis vous adaptez en fonction de ce que disent les experts. Donc, l'avantage, c'est qu'on est proche du terrain. On n'est pas dans un QCM sur de l'ANAT, quoi. On a quelque chose de plus intéressant à mon sens. Allez, on va retourner sur la présentation. Il y en aurait eu d'autres, mais voilà, on l'aura pas. Donc voilà, quel prérequis, c'est que pour pouvoir envisager cette approche pédagogique, qui est très pertinente, et que moi je trouve très pertinente, et il y a une bibliographie vraiment conséquente sur le sujet, en pédagogie médicale, on peut envisager cette approche pédagogique qu'une fois qu'on a admis la pertinence du raisonnement par hypothèse, qu'on a admis la pertinence de la théorie des scripts, et, parce que c'est des scripts qu'on compare, et qu'on a conscience de la part importante d'incertitude dans la pratique clinique. Et on revient dessus après. Alors voilà, le modèle principal est là, et puis je vais revenir sur la notion de catégorisation. Catégoriser pour décider de l'action. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit diagnostiquer? Bien pour 2 raisons. Ça, c'est la diapositive la plus utile de l'année 2019. Voilà. Catégoriser. Raison numéro 1, c'est que des fois on est en situation d'urgence. Alors en médecine, on voit beaucoup ça. Voilà, quelqu'un qui est en décompensation respiratoire, il meurt en quelques dizaines de secondes.
on n'a pas le temps de faire un diagnostic complet. Donc on va d'abord stabiliser les paramètres vitaux, et puis après, on analyse. Donc la première raison, ça peut être ça. La deuxième raison, c'est que souvent, c'est difficile d'être sûr du diagnostic. Et on peut quand même agir. Alors, voilà, je vous pose la question, c'est quoi l'intérêt de faire la différence entre trois diagnostics différents si le traitement est le même, en fait? L'idée, c'est de catégoriser suffisamment pour éviter des red flags, avoir des informations, des éléments appelant à la prudence, mais en tout cas, le diagnostic n'est pas toujours nécessaire. Et ça, cette logique-là, ça répond à la logique d'incertitude. Alors je vous renvoie vers Edgar Morin qui parle très bien de ça dans une conférence qui est en lien dans les notes de la diapo. Voilà, c'est que la catégorisation, ça nous permet ça nous permet d'accepter l'incertitude. C'est un leurre de croire que les experts sont sûrs de ce qu'ils font. Et moi, anecdote perso, je me suis senti mal pendant 4 ans dans ma pratique professionnelle parce que je pensais que les experts, ils savaient complètement ce qu'ils faisaient. Et en fait, non. J'ai pu en discuter avec certains qui m'ont confirmé ça, mais il y a plein de fois où on ne sait pas ce qu'on fait et on n'a pas clairement tout compris, mais on sait qu'on peut quand même agir. Donc en fait, c'est un objectif irréalisable, et s'il y a des jeunes praticiens ou des étudiants dans la salle, mettez-vous bien ça en tête. Les experts ne savent pas tout. Et vous-même, c'est pas parce que vous savez pas tout que vous ne pouvez pas agir. C'est une phrase compliquée, mais le concept est clair. Sinon, ça amène vers une insatisfaction perpétuelle et ça peut amener à l'utilisation de dogmes. Si on pense que les experts ils savent tout, on a tellement envie de savoir aussi qu'on s'oriente vers des dogmes divers. Je vais pas prendre d'exemple mais bref. Et à l'inverse, il y a 2 personnes qui travaillent sur la réflexivité, Nguyen et Raymond Carrier, qui parlent d'une incompétence consciente partagée. Et ça, c'est un facteur important de la réflexivité. Et ça diminue le stress, il y a plein de bénéfices. C'est Thierry Pélacher qui en parle, ils ont fait un chapitre dans le livre de Thierry Pélacher, et que je recommande fortement. Et voilà, incompétence consciente partagée, ça c'est quelque chose qui aide à avancer. Donc les experts ne savent pas tout, ils sont quand même en capacité d'agir, et donc je vous donne 2 phrases que j'ai inventé moi. Madame X, je ne sais pas exactement ce que vous avez, mais par contre je sais que c'est un problème mécanique. J'ai fait une catégorisation. Je sais que c'est quelque chose de bénin et de bon pronostic. Et puis je sais qu'il faudra faire du travail de contrôle moteur pour le traiter. Parce que j'ai identifié que c'était ça qui était pertinent. Ou alors la phrase, Monsieur Y, je ne sais pas précisément le diagnostic de votre bateau, de votre problème, mais je sais que c'est dans la catégorie douleur inflammatoire. Et puis, et je sais que là, c'est lié à votre activité professionnelle, parce que ce dont vous avez besoin, c'est du repos, et de diminuer temporairement votre activité sportive qui est la cause de vos douleurs, pour que votre corps s'adapte. Là, j'ai pas fait de diagnostic, mais pour autant, je peux quand même agir. Donc soit j'agis sur les catégories que j'ai identifiées, soit, pour revenir aux catégories d'hypothèses de Mark Jones, je peux agir sur les facteurs favorisants. Donc on n'a pas tant que ça besoin de la patho. C'est pas le prisme, c'est pas le Graal de définir la pathologie. Et alors, j'ai quelques considérations sur le diagnostic. L'idée, c'est qu'un diagnostic, il faut faire attention, ça s'invente pas. Et ça, c'est Chad Cook qui en parle très bien. C'est une entité bien définie, codifiée, validée, fiable dans la classification internationale des maladies. Et donc, il faut une méthode complète, rigoureuse pour créer un nouveau diagnostic, une nouvelle pathologie. Et ça, c'est important dans la génération des hypothèses. Il faut que les hypothèses qu'on génère, ce soit basées sur la CIM, à mon sens. Ou éventuellement la CIF, parce qu'on a vu qu'il y a différentes classes d'hypothèses, différents types d'hypothèses. C'est Mark Jones qui en parle. Mais en tout cas, dans les hypothèses sur la pathologie, il faut qu'elles soient basées sur la classification internationale des maladies. Et donc, il ne faut pas le confondre avec un élément de tableau clinique, par exemple, fièvre, c'est un élément de tableau clinique, c'est pas une pathologie. C'est un symptôme, quoi. Un syndrome du piriforme, c'est pas un diagnostic. Voilà. Dyskinésie scapulaire non plus. Et puis mauvaise circulation de liquide céphalorachidien, c'est pas non plus un diagnostic. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Alors maintenant, on fait un petit laïus sur la pratique basée sur l'épreuve, et puis on a bientôt terminé. Là, je vais appuyer sur la barre d'espace à fond. Donc vous connaissez tous la pratique basée sur l'épreuve. On découvre la nécessité on retrouve la nécessité d'évoluer par rapport au savoir de qualité vers des savoirs fiables, valides et pertinents. Et donc, on va le voir dans tous les éléments de raisonnement clinique qu'on a vus.
C'est-à-dire que la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est de partir du terrain, de l'observation de l'activité, et donc du PRC de Montréal, pour consolider nos connaissances. Donc on va réfléchir à la fiabilité, validité et la pertinence des options de traitement, à les indices que j'observe, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils convergent. On va parler non pas d'indices uniques ou de tests uniques, mais de faisceaux d'indices qui sont plus fiables. La validité et pertinence des connaissances fondamentales. Alors je vais pas détailler ce truc-là parce que ça me semble assez évident et il y a d'autres enjeux. Et puis partout dans les scripts cliniques, je vais pouvoir m'interroger sur leur fiabilité, validité. Et voilà. Si jamais il y a des étudiants qui sont en recherche de mémoire, ben ça peut être un prisme extrêmement éclairant que de partir du script et de se dire, ok, ben là en fait sur sclérose en plaques, je trouve que dans la littérature il n'y a pas assez de clarifications qui ont été faites sur la constellation de signes et symptômes, lesquels sont fiables ou pas. Et donc, tiens, je vais faire un mémoire là-dessus. Et je définis les méthodes après, ça c'est logique, mais voilà, ça donne des perspectives vraiment intéressantes en termes de recherche. Et puis, dans le raisonnement par hypothèse, là c'est Chuck qui est le spécialiste là-dessus, on va s'interroger sur la fiabilité, validité et pertinence des tests pour les valider. Voilà, les sensibilités, spécificités, valeurs prédictives positives, négatives et ratios de vraisemblance. Et puis, on l'a dit, la crédibilité des hypothèses initiales. Donc, à propos de l'EVP, moi, ce que je vous propose, c'est de faire intervenir l'EVP après une analyse de terrain. En tout cas, la réflexion est ouverte, moi, je trouve ça pertinent. Et puis, je vous passe vite fait pour vous dire qu'il y a des erreurs de raisonnement clinique qui sont développées dans le MOOC de Montréal et qui ne doivent pas être confondues avec un manque de connaissances. C'est-à-dire les difficultés dans la génération d'hypothèses, la perception d'un... Enfin, je ne vais pas détailler, mais si peut-être une, la fermeture prématurée, c'est quand on a tellement envie... merci beaucoup pour l'indication de on a tellement envie on est tellement à l'aise avec une hypothèse qu'on pense qu'à ça. Et on néglige les autres indices par des histoires de biais de confirmation, entre autres. Et c'est ce qu'on appelle la fermeture prématurée. Je vous inviterai à regarder sur le MOOC de Montréal là-dessus. Et je vous regarde le support. Donc pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, le support est disponible et je vous remets le QR code à la fin, en tout cas il est disponible vous demandez aux collègues. Alors la conclusion, c'est que le PRC est compatible avec d'autres modèles de raisonnement clinique, sauf le BDK. Mais ça fait de longue date que c'est invalidé, et puis si vous allez dans les congrès sur le raisonnement clinique, c'est une évidence. C'est compatible avec tout ce qu'on a vu là. Ça met en avant d'autres activités pédagogiques, enfin des activités pédagogiques nombreuses en fait, par les différentes étapes qu'il propose, par l'acquisition, par l'étape des indices dès les premiers instants, c'est-à-dire travailler sur l'acquisition d'hypothèses préliminaires, et puis la compatibilité avec les tests et les formations par compétences de script, et la structuration de tous les enseignements de pathologie selon le plan des scripts cliniques. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'était un message important de la formation qui est affinons nos scripts cliniques. En fait. Travaillons sur nos scripts cliniques parce que ça va indirectement fortement influencer sur notre capacité à faire du diagnostic. C'était le message numéro 3, je crois. Et puis, voilà, par l'enseignement des erreurs de raisonnement et la mise en place de stratégies de communication. Voilà. L'avantage majeur, c'est que ces outils-là, ils sont valides écologiquement. C'est-à-dire que le PRC, sa grande force, c'est qu'il est cognitivement adapté. Et il faut qu'on arrête, à mon sens, de faire des théories de raisonnement clinique, et notamment, je fais une petite interrogation critique sur les arbres décisionnels qu'on peut voir dans tous les sens. À quel point est-ce que c'est quelque chose qui peut être adaptable, qui peut être approprié par les professionnels de terrain. Et alors, il faut que ça soit écologiquement valide, c'est-à-dire que ça se retrouve, ça puisse être mis en place sur le terrain. Et la diapo du lundi, c'est acceptons l'incertitude, abandonnons le BDK, désolé, voilà, et affinons nos scripts cliniques, et cherchons des modèles et concepts qui sont valides, écologiquement valides, et voilà. Je tiens à remercier des personnes qui auraient pu faire cette présentation à ma place, parce qu'ils sont tout à fait compétents et ils ont fortement nourri mes réflexions.
Simplement, j'ai proposé cette présentation, cet atelier seul, par manque de temps, parce que c'est du travail de gérer une collaboration. Mais je tiens à remercier tout particulièrement toutes ces personnes. Voilà, je vous laisse sur... vous avez des ressources pour aller plus loin, vous avez une bibliographie qui est là, et puis des diapos bonus dans la fin du diaporama, et je vous laisse sur la diapositive du lundi. J'aurai malheureusement pas le temps pour les questions, je crois, je suis désolé, mais je suis disponible s'il faut y répondre. Merci beaucoup pour votre attention.